Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours avec Emmanuel Dupuis, Oumar Diop, Émile Boyo-Gueno. Nous parlions donc de cette zone de libre-échange et des hésitations du Nigeria. Emmanuel Dupuis, vous vouliez rajouter quelque chose? En complément de ce qu'a dit Oumar, c'est ça? Oumar. Non, mais je crois qu'il a tout à fait raison. L'Afrique a besoin d'infrastructures. Pour l'instant, il y a 45 milliards de dollars qui sont investis annuellement en Afrique. Il en faudrait 2 fois plus. Donc il y a un retard à rattraper, que ce soit avec ou sans la zone de libre-échange. C'est une question. Un retard à rattraper vis-à-vis de qui? Un retard à rattraper vis-à-vis des estimations de la Banque mondiale qui estime qu'il manque à peu près 50 milliards d'investissements en termes d'infrastructures sur le continent africain, les ports, les aéroports. Parce que la Banque mondiale veut nous proposer un modèle de développement en fait qui contient davantage mais l'Afrique manque d'infrastructures, Émile Boyo-Gueno. Non, attendez, je termine mon propos. C'est très simple. C'est intéressant de se souvenir du livre de Felwine Sarr, Afrotopia. On n'a pas à rattraper qui que ce soit. Non, attendez. Mais l'Afrique manque d'infrastructures. On manque d'infrastructures. Je termine si vous me permettez. Une ville comme Lagos qui n'a pas les infrastructures nécessaires pour son assainissement en eau, c'est une carence en matière d'infrastructure, que ce soit dit par la Banque mondiale ou par la Banque asiatique de développement. C'est une réalité. Pas de procès d'intention de ma part, aucunement. Ou par la Banque africaine de développement. Il manque 50 milliards de dollars d'investissement sur le continent africain, comme il manque 18 millions d'emplois créés annuellement en Afrique. Il y a 2 millions d'emplois créés en Afrique, il y a 22 millions de primo-entrants sur le marché du travail. Ce sont des réalités arithmétiques, avec ou sans la zone de libre-échange. Je voudrais juste continuer sur un point, là où notre collègue a raison, c'est l'absence criante, ô combien scandaleuse, de l'Afrique sur la scène mondiale. On estime que l'Afrique ne pèse que 4% du commerce mondial. Certains estiment qu'elle ne pèse pas plus de 2%. Donc là, il y a un retard à rattraper. Et puis il y a un retard à rattraper, ce sont des chiffres que tout le monde connaît, mais il faut quand même les mettre en perspective. Le commerce intra-africain est insuffisant, 16%. Alors que quand on va en Europe, c'est 70%, en Amérique du Nord, c'est 40%, et sur le continent asiatique, 60%. C'est ça dont il s'agit avec la zone de libre-échange, puisque la zone de libre-échange permettra d'augmenter ce commerce de proximité et cette vision panafricaine qui doit aussi se faire au niveau économique. Émile Boyo-Gueno et ensuite Oumar Diop. Alors, oui, effectivement, la zone de libre-échange va accroître les échanges à l'intérieur du continent. Ça, c'est formidable. Par contre, entre l'accroissement des échanges en interne, en Afrique, et le pouvoir de s'imposer dans les instances internationales, il y a un gap là qu'il ne faut pas franchir, il y a un glissement sémantique là qu'il ne faut pas franchir de façon, un raccourci qu'il ne faut pas prendre tout de suite. Ce n'est pas parce que le revendeur du marché de Yaoundé pourra exporter ses denrées, je sais pas, au marché d'Abidjan, que nécessairement tout de suite par là, l'Afrique va peser un peu plus dans l'OMC et ainsi de suite. Je ne crois pas. C'est peut-être mal connaître ces organisations. C'est très très mal les connaître. Hein. Je suis d'accord qu'avec ce libre-échange, on arrive à un niveau d'échange qui va être vraiment intéressant, qui est d'autant plus intéressant qu'à l'heure actuelle sont en train d'être signés ou négociés, ça dépend des pays ou des zones, les APE, les accords de partenariat économique entre l'UE et les États africains. Il y en a qui ont déjà signé. D'ailleurs, il y en a dans la zone CEDEAO qui ont signé. CEDEAO a un peu demandé une négociation. Enfin, certains États demandent une négociation collective ou du moins collégiale. Par contre, de là à avoir une forte place dans les instances internationales, ça me tournerait. Premier point. Second point, on a un autre instrument, si on veut vraiment avoir pesé dans le commerce international, c'est la banque de développement qui a été créée par les BRICS, la nouvelle banque de développement, la BND, qui est vraiment intéressante, qui est un instrument, une alternative intéressante, qui prend en compte un développement sui generis des États jadis sous-développés ou du moins dits sous-développés. Il y a une approche sui generis spécifique qui peut être intéressante, contrairement à l'alternative, ou du moins à l'angle d'attaque des institutions de Bretton Woods qui ont une approche très libérale et qui est souvent, j'ai envie de dire, top-down, donc du haut vers le bas, de ces personnes qui n'ont de l'Afrique qu'une connaissance livresque au mieux, contrairement à la BND qui peut avoir des individus qui ont une connaissance, j'ai envie de dire, intime du continent.
ou de questions de développement en tout cas. Alors, moi, pour revenir à cette question du Nigeria, je peux comprendre le président Buhari quand il dit qu'il faut qu'on soit compétitif. Quand vous prenez aujourd'hui les pays de la CEDEAO, citez-moi un seul qui est autosuffisant. Donc le président Buhari, il l'a dit, c'est très important. On ne peut pas se développer quand on importe tout ce qu'on mange. Donc on doit développer nos agricultures. La Chine l'a fait. La Chine aujourd'hui, c'est un modèle. Il y a 60 ans, aujourd'hui, la Chine était au niveau du Sénégal, au niveau, par exemple, du Niger. Ils ont beaucoup investi dans l'agriculture. Aujourd'hui, ils sont autosuffisants, ils exportent. À part le Maroc et le Rwanda, il y a très peu de pays africains qui sont confrontés à cela. Donc, on peut parler aussi de... Il y a très peu de pays qui font quoi, qui exportent? À part le Maroc et le Rwanda, il y a très peu de pays africains aujourd'hui qui sont suffisants alimentairement. Donc c'est très important. On peut parler du libre-échange. J'ai envie de dire que le Cameroun en fait partie. Je termine par là, s'il te plaît. C'est très important de développer les infrastructures parce que la libre-échange induit qu'il faut des infrastructures pour pouvoir avoir des connexions interrégionales. Ça, c'est très important. Moi, là, je maintiens ma position là-dessus. Je suis très satisfait de ce que font les Chinois en Afrique. Ils investissent beaucoup dans les infrastructures. Les Sénégalais, ils en savent, ils en ont créé beaucoup. Moi, je préfère un pays qui vient investir, qui gagne. Chacun, les Chinois, ils vont partout où il y a les intérêts, que d'autres pays qui viennent nous imposer des forums où chaque année on répète ce qu'on avait dit. C'est pas ça qui est important. Le développement de l'Afrique est un développement endogène et nous, il faut qu'on comprenne cela. Il faut qu'on développe nos agricultures, il faut qu'on développe nos infrastructures pour pouvoir aujourd'hui poser sur la scène internationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En complément de ce qui vient d'être dit, moi je crois que vous l'avez incité à y répondre, Zahara, sur la question du sub-régional et de la question panafricaine. On a la chance, depuis le 31 janvier de l'année dernière, d'avoir une unité africaine, pleine et entière. L'ensemble des pays africains, d'ailleurs, comme vous le savez, il y a 55 membres de l'Union africaine et 54 pays représentés à l'ONU. Donc là aussi, c'est une question qui ne mérite pas d'être évoquée ici parce qu'on y passerait beaucoup de temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a sans doute une architecture subrégionale à revoir au niveau sécuritaire. D'ailleurs, la meilleure preuve en est, c'est que les 8 CER n'arrivent pas à répondre aux besoins sécuritaires. On crée des structures sui generis, le G5 est venu enchasser des pays qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à la CEDEAO, car le Tchad n'appartient pas à la CEDEAO. Il y a une réflexion à avoir sur le fait qu'on a créé des communautés économiques régionales, alors qu'on aurait dû créer des communautés politiques et économiques, parce que justement, ce n'est pas seulement qu'une question économique. Et puis un dernier point, si vous me permettez, et je suis très heureux qu'il y ait cette notion de l'exogénéité et de l'endogénéité. Je crois qu'au-delà de la zone de libre-échange, il y a une réflexion sur la manière dont les Africains voient eux-mêmes leur propre développement. Et c'est particulièrement important quand il y a une carence scientifique en Afrique. Ça aussi, c'est un élément important. La libre circulation des biens, c'est très bien. La libre circulation des capitaux, c'est très bien. La perspective des services compliquée, des services bien sûr, la perspective compliquée d'une monnaie unique dans la zone CEDEAO à l'horizon 2022, c'est très bien. Mais ce qui est encore plus important, c'est le fait de rompre les barrières. Il n'y a pour l'instant que 4% des articles scientifiques écrits dans le monde, écrits par des Africains. Ça aussi, ce sont des choses qui entraînent. On peut dire beaucoup de choses sur les carences de la zone de libre-échange, mais au moins ça a la certitude d'amener vers un objectif. Et de ce point de vue-là, et le président Kigali et le président Buhari qui ne sont pas sur les mêmes temporalités. Le président Buhari va présider la CEDEAO encore pour une année. Le président Kagame va quitter sa fonction prochainement. Oumar Diop. Vous avez tout à fait raison de rappeler cela. Enfin, au niveau de la culture, vous prenez par exemple un pays comme le Mali, on a 29 chercheurs par million d'habitants. Les États-Unis, c'est 4000. Donc c'est énorme. Aujourd'hui, même dans les émissions africaines, on parle que des mêmes sujets. Aujourd'hui, dans les médias internationaux, on parle de l'intelligence artificielle, mais même dans nos débats, il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet alternatif au niveau des opposants. Moi, je vois beaucoup de programmes. Moi, je n'appartiens à aucun mouvement politique au Sénégal. Je le répète souvent, à chaque fois que je le dis, mais c'est très important quand un opposant qui est là, qui dit que le pouvoir en place est incompétent, mais qu'est-ce que vous avez proposé? C'est
très important. Il ne suffit pas juste d'avoir une mallette d'argent, aller voir des chefs religieux pour dire que je suis candidat à l'élection présidentielle. On vous portera au pouvoir, mais ça ne changera pas les choses. Donc c'est très important qu'on ait aujourd'hui ces retours d'expérience, qu'on fasse de la gestion de crise. La gestion de crise, ce n'est pas juste en temps de guerre, c'est également prévoir. Donc ce qui nous arrive aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait faire pour que dans 5 ans, dans 10 ans, que nos enfants ne se retrouvent pas dans des plateaux pour dire des choses qu'on est en train de dire. Et ça, je pense que c'est très important. À la conjoncture actuelle, on dirait qu'aujourd'hui, vous aurez votre fille qui sera la journaliste et dire des choses, vous me poser des questions qui avaient été déjà posées. Donc ça, c'est dès aujourd'hui qu'on doit travailler cela pour prévoir, essayer de faire des retours d'expérience pour qu'aujourd'hui, que l'Afrique sorte de cette misère. Émile Boyo-Gueno. Alors, alors peut-être une dernière question sur cette zone de libre-échange et pour revenir au Nigeria, que vaudrait cette zone sans la première puissance économique du continent? Si jamais finalement, après ce comité, le Nigeria dit que finalement non, on n'a aucun intérêt à adhérer. Ça va être un très mauvais signal. Lors d'une intervention que j'ai eue avec mes étudiants, on échangeait sur les réticences du Nigeria et ils étaient un petit peu choqués. La première question, c'était est-ce que l'Afrique du Sud en fait partie? Est-ce que le Nigeria en fait partie? Alors l'Afrique du Sud a fini par céder, donc oui. On peut voilà, on était un petit peu sauvés parce qu'ils savent que le sommet de l'Union africaine. Voilà. C'est important de le dire. Par contre, pour le Nigeria, c'était un petit peu gênant de l'évoquer. Or, cet enseignement porte sur, s'appelle Entreprendre en Afrique, Doing Business in Africa. L'objectif est de transmettre des instruments pour pourquoi investir en Afrique et comment le faire. Et c'était un petit peu gênant de leur dire que l'une des puissances majeures africaines a quelques réticences, pour utiliser un vocabulaire un peu facile, mais est en train d'user de sa raison avant de s'engager. Ça va être un très mauvais signal, à mon avis, pour les investisseurs étrangers. Par contre, je pense que le Nigeria a encore plus intérêt que d'autres, parce qu'ils ont une industrie qui bouge, c'est un État qui bouge, ils ont plus intérêt que d'autres à s'engager, parce qu'ils produisent vraiment, et que contrairement à d'autres pays, ils n'importent pas seulement, ils exportent beaucoup, donc ils ont intérêt vraiment à ce que ça marche. À mon avis, ils iront. Emmanuel Dupuy. Pour répondre à votre question, il y a quand même un risque d'effet domino, parce que si le Nigeria, après la réunion de ce comité Théodule, décide de ne pas participer à la zone de libre-échange, un certain nombre de ses partenaires économiques, je pense notamment à l'Algérie, parce qu'il y a une grande proximité. D'ailleurs, il y a même un oléoduc qui va relier Lagos à Alger. Et encore une fois, en concurrence avec celui qui devrait relier le Nigeria au Maroc. Et on risque d'avoir une sorte d'effet domino qui nous ramènerait, j'allais dire, 30 ans en arrière, où d'un côté, vous aurez un front où le Rwanda va s'associer avec des pays qui économiquement sont dans l'émergence et dans la croissance économique maîtrisée, 5 à 10%, et un certain nombre de mastodontes économiques, le Nigeria, l'Algérie, peut-être l'Afrique du Sud, peut-être l'Égypte, qui disent « nous, on n'a pas besoin de ça, parce que nous, on fonctionne très bien dans nos propres marchés régionaux. » Et finalement, l'Algérie, qui a un PIB de 200 milliards de dollars, le Nigeria, qui avoisine les 600 milliards de dollars, peut très bien dire qu'il est dans une logique d'unilatéralisme. Et là, ça nous ramènerait quand même largement en arrière de ce qui a pu être réalisé avec l'Union africaine, qui s'est faite, faut-il le rappeler, que cette année, alors qu'elle existe depuis 1963. Un dernier mot, Oumar Diop. Moi, je pense que ça serait dommage que si le Nigeria devait se retirer de cet accord. Mais je pense qu'aussi, sans le Nigeria, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que le Nigeria, comme je viens de le rappeler, c'est 67% de l'économie de la CEDEAO. Donc, c'est... Par respect aux autres pays, je n'aimerais pas dire que ça ne veut rien dire sans le Nigeria. Donc, mais ça peut être en même temps une bonne occasion pour le Nigeria, ça a été rappelé tout à l'heure, qui peut développer ses industries, qui peut être un hub par rapport aux autres pays. Voilà, il faut des compromis à faire. Moi, je le rappelle tout à l'heure, la France l'a fait par rapport à la Roumanie, il y a pas mal de pays internationaux. Il faut des compromis pour essayer de faire émerger l'Afrique, parce que sinon, ça sera extrêmement compliqué de s'en sortir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Oumar Diop, je rappelle que vous êtes consultant en finance. Émile Boyo-Gueno, je rappelle que vous êtes sociologue et historien. Emmanuel Dupuy, vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Merci à tous les trois et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain. Bonsoir.